C'est quoi l'infanterie? Comment s'engager dans l'infanterie? C'est quoi la différence entre un régiment parachutiste et un régiment de chasseurs alpins? Quel régiment parle le plus en OPEX? Bref, tant de questions auxquelles on va répondre dans ce dossier spécial infanterie. Alors reste bien jusqu'au bout, abonne-toi, let's go, c'est parti. Je suis Benjamin Sand, j'étais lieutenant dans l'armée de terre pendant 5 ans et j'ai quitté l'armée de terre il y a seulement 1 an. Et aujourd'hui, je te partage tout ce que c'est l'infanterie. On va faire un petit dossier, je vais tout expliquer de A à Z. J'ai eu la chance d'aller au 7e bataillon de chasseurs alpins pendant 3 mois pour un stage en tant que sergent, en tant que chef de groupe. Et du coup, ça, plus tout l'apprentissage que j'ai eu à Saint-Cyr, plus tous les exercices, etc., plus ma connaissance perso, ça me permet aujourd'hui de te partager un maximum d'éléments sur l'infanterie. Et tu vas voir que j'ai aussi fait quelques petites recherches pour bien remettre ça à jour et te partager les meilleurs conseils possibles. Alors, let's go! Et d'ailleurs, si tu veux t'engager dans l'armée, sache qu'en bio, là directement dans la description, tu as le programme guerrier pour t'entraîner à fond et obtenir les meilleurs résultats possibles. Il y a plus de 200 personnes qui le rejoignent. Il y a plus de 200 personnes qui le rejoignent chaque mois et tu vas pouvoir déchirer tes tests grâce à ce programme. Alors, va checker ça après la vidéo. Ok, imagine un champ de bataille sans infanterie. Concrètement, il n'y a pas. L'infanterie aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est sur le champ de bataille et on la voit un petit peu partout. L'infanterie, c'est qui? C'est les mecs qui font la guerre, au contact. Bon, tu vas me dire, mais si on regarde l'Ukraine, la Russie, ils sont de moins en moins présents. Alors attention, oui, mais différemment. L'infanterie, aujourd'hui, c'est des mecs qui combattent en ligne, face à face, ou est-ce que c'est des mecs qui vont utiliser de la technologie et qui vont combattre un petit peu différemment? En fait, les combats de ligne qu'on avait il y a 200 ans, si tu veux, où les mecs étaient vraiment face à face, ils arrivaient, ils s'attendaient, ils avançaient petit à petit, ça n'existe plus. Et ça, tu le sais certainement. L'infanterie, de base, c'est ça. Les fantassins, c'est des mecs qui se font face, qui ont leurs armes, qui tirent, qui avancent, qui avancent, qui avancent. Et la cavalerie, c'est les mecs qui sont derrière à chevaux et qui vont pouvoir charger sur l'infanterie ou faire des combats aussi de cavalerie face à face. Puis on a l'artillerie, c'est les mecs avec les canons, etc. Maintenant, tout ça, ça évolue. Ça évolue et les termes, ils évoluent pas forcément. Donc l'infanterie qu'on connaissait il y a 200 ans, aujourd'hui, elle est un petit peu différente. Et c'est pour ça qu'on a des nuances au sein de l'infanterie. On a l'infanterie mécanisée, l'infanterie motorisée, on a de l'infanterie avec des drones. Bref, on a différents types d'infanterie. Et si tu regardes en Ukraine, ils ont aussi de l'infanterie qui est encore un petit peu différente, avec des petits quads par exemple. Ça reste aussi de l'infanterie. Mais on pourrait dire que c'est de la cavalerie légère. En France, l'utilisation des petits quads comme ça se rapproche plus de la cavalerie légère, même s'il y a aussi des fantassins qui font ça. Bref, ça, c'est des nomenclatures, des nominations en fait, mais qui ne vont pas forcément déterminer exactement ce que c'est. Donc, il faut bien être conscient de ça. L'armée évolue, la guerre évolue, et en fonction des guerres, en fonction des progrès, des innovations, tu vas avoir en fait des évolutions de termes. Et aujourd'hui, l'infanterie actuelle ne sera peut-être pas la même infanterie dans 30 ans. Si tu veux, dans 30 ans, on aura peut-être des mecs qui seront à moitié robotisés et qui vont combattre vraiment différemment. Il y aura peut-être plus d'infanterie du tout, ce sera peut-être que des robots sur le champ de bataille, pour la France. À voir comment ça évoluera. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais te parler de l'infanterie en 2025, 2026, 2027. Si tu regardes la vidéo dans 1 an, voilà. Donc, l'infanterie, aujourd'hui, ce que c'est les mecs qui combattent à pied. Qui combattent à pied, mais qui ont aussi des véhicules. Ouais, là, tout de suite, ça devient plus compliqué. Mais c'est des mecs qui combattent à pied. Et en fait, l'infanterie, dis-toi que ça a pour vocation le combat à pied. Contrairement à la cavalerie. Parce qu'on peut se dire, c'est quoi la différence entre la cavalerie et l'infanterie? Concrètement, la cavalerie n'a pas pour vocation le combat à pied. L'infanterie a pour vocation le combat à pied. Même si on peut avoir de l'infanterie motorisée qui va beaucoup plus utiliser les véhicules que de l'infanterie classique. Si tu compares le 3e RPIMA qui va vraiment être débarqué et combattre à pied avec de l'infanterie motorisée qui va arriver avec son VBCI qui va beaucoup plus utiliser les véhicules et débarquer qu'au dernier moment, voire quasiment pas débarquer. Ouais, c'est assez différent. Les modes de combat, les procédés, on parle de procédés de combat, sont assez différents. Aujourd'hui, ce qui change beaucoup avec l'infanterie, c'est l'évolution des procédés de combat. Il y a 200, 300 ans, c'était les fusils qui arrivaient, des évolutions techniques au niveau des fusils, fusil Lebel, fusil encore avant à poudre noire, etc. Bon, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. En France, tu le sais, il y a eu le FAMAS. Le FAMAS, c'était l'arme de l'infanterie. Aujourd'hui, on est sur le HK416 et on a différents types d'armes. Au sein de l'infanterie, on a différentes armes et on a beaucoup d'évolutions techniques. L'évolution technique sur la personne, là où tu le vois le plus, c'est en infanterie. Les forces spéciales, globalement, c'est du combat d'infanterie. Même pour le 13e RDP, on va plus parler d'infanterie. Parce qu'au niveau des procédés, ça se rapproche plus de l'infanterie que de la cavalerie.
Le 13e RDP, si tu ne le sais pas, c'est le 13e régiment de dragons parachutistes. Les dragons, historiquement, c'était des cavaliers qui étaient, qui étaient du coup sur cheval et qui avaient des armures assez épaisses. Et du coup, les dragons, bah, c'est de la cavalerie. Maintenant, le 13e RDP, ils ont des procédés qui sont plus proches de ceux de l'infanterie que ceux de la cavalerie. Ils restent rattachés à la cavalerie parce que c'est du renseignement. Et le renseignement est traditionnellement attaché à la cavalerie en France. Et c'est parce que c'est à Saumur. À Saumur, tu as l'école de cavalerie et l'école du renseignement. Donc, pour l'infanterie, on a une évolution technologique qui est quand même assez impressionnante d'année en année. Et même moi, j'ai pu le voir. J'ai pu voir cette évolution technologique, voir pas mal de choses arriver. Bon, après, il y a eu le programme Scorpion en 2014, qui est un programme qui a beaucoup modernisé les armées. Et on a eu du coup pas mal d'éléments qui sont arrivés. On a notamment eu tout ce qui va être radio, donc pas le père 4G, ça c'est arrivé un petit peu avant, mais on a eu toute la connexion, l'interconnexion du champ de bataille entre les véhicules, les soldats à pied, etc. etc. Plus la commande de plein d'armes avec les HK416, la commande de nouveaux casques, de nouvelles chaussures, etc. etc. Donc l'infanterie, on le voit, ça évolue énormément. Et garde ça en tête. Maintenant, au sein de l'infanterie, concrètement, c'est quoi ses missions? Qu'est-ce qu'elle fait l'infanterie? On va parler de ça. Bon, pour parler de mission globale de l'infanterie, la mission globale de l'infanterie, c'est de gagner le combat au sol. Retiens ça. Si tu retiens ça, t'es bien. Donc oui, c'est comme la cavalerie. Globalement, infanterie-cavalerie, c'est gagner le combat au sol. La grosse distinction, c'est que la cavalerie, eux, ils vont le gagner avec une plus grande étendue de terrain et ils vont beaucoup plus rester sur leur véhicule. C'est voilà, c'est ça la grosse distinction entre l'infanterie et la cavalerie. Parce que aujourd'hui, se dire l'infanterie, bah, c'est ceux qui sont à pied, ouais, mais tu vas voir que dans beaucoup de situations, l'infanterie, bon, ils sont pas forcément à pied. Mais la finalité, ça reste le combat à pied. Mais du coup, vaincre le combat au sol, c'est ce que fait l'infanterie. Comment est-ce qu'ils le font? En gros, le procédé type qu'on a en infanterie, c'est l'infiltration à pied. Donc, alors, je ne vais pas faire de schéma sur cette vidéo, c'est des petites vidéos que je vais monter tout seul. Peut-être à voir si après, on aura un monteur que pour ces vidéos-là. Mais prenons ici, on a un poste ennemi, on veut attaquer ce poste ennemi-là. Bah, globalement, les fantassins ils vont être débarqués ici et ici ils vont s'infiltrer à pied. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Ça permet d'arriver en discrétion. Ça permet d'arriver sans faire de bruit, de surprendre l'ennemi et d'être beaucoup plus discret, beaucoup plus fluide pour prendre le contact avec cet ennemi-là. Maintenant, si tu es en véhicule, ouais, tu vas pouvoir faire des petites infiltrations, mais ce ne sera pas le même type d'infiltration, ce ne sera pas aussi discret et ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, si tu vas en infanterie, dis-toi que la première chose, c'est qu'il faut aimer marcher. Il faut aimer marcher parce que tu vas marcher. Tu vas beaucoup plus marcher que dans d'autres régiments. Si tu vas en cavalerie légère, par exemple, tu vas aussi pouvoir faire un petit peu de débarquer, tu vas aussi pouvoir faire des missions de patrouille au sol, ça peut arriver. Même si c'est assez bizarre, si ça t'arrive beaucoup, tu vas faire du sentinelle, tu vas marcher. Mais tu ne marcheras pas autant qu'en infanterie. L'arme du fantassin, on le dit souvent, c'est ses pieds. L'arme du fantassin, c'est ses pieds. Retiens cette phrase. Tu vas l'entendre dans l'armée, on va te le dire. Les pieds, c'est hyper important. Et pour ça, utilise de la crème Noc. Alors attention, ce n'est pas une sponsor, même si j'aimerais bien. Hein. Vous pouvez contacter Noc, ça me ferait trop plaisir s'ils sponsorisent, parce que je leur fais une méga pub. Mais la crème Noc, c'est une dinguerie pour vos pieds, les gars. Il y a du beurre de karité dedans, vous en mettez sur vos pieds pendant 2-3 semaines et après vos pieds ils sont méga forts. Perso, quand je suis parti en Guyane, je m'en suis mis, mais je m'en suis mis partout. Je m'en suis mis sous les bras, sous les aisselles, partout. Et ça m'a permis de ne pas avoir de frottement. Bon, il y a juste un endroit où j'en avais pas mis et j'ai eu des frottements, c'était ultra désagréable. C'était sur mes baloches. Voilà, la petite histoire. Ouais, j'ai eu des frottements sur les baloches, c'était horrible. Pendant 2 jours, ça brûlait de fou. J'ai essayé de mettre des pansements et tout. À un moment, j'ai été voir l'infirmière. On avait une infirmière avec nous qui dormait sur le camp. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me filer un pansement, enfin un truc à mettre parce que j'avais un frottement. Elle m'a demandé où c'était. Je lui ai dit, bah, c'est entre mes jambes. Et elle a dit, ok. Elle a dit, mais vous voulez que je regarde, machin. Je lui ai dit, non, non, je fais juste un truc. Ouais, je voulais pas. Ouais, c'est bon. Du coup, je lui ai demandé un petit pansement. J'ai mis ça dans mon caleçon. Et derrière, c'était un peu mieux, mais je peux te le dire, pendant 2 jours, c'était horrible. Donc bref, la crème Noc, ça va t'éviter beaucoup de désagréments. Ça, c'est un truc que j'ai vu beaucoup de fois, des mecs qui avaient mal aux pieds, qui n'étaient pas bien. Donc si tu veux t'engager dans l'armée, dans tous les cas, quel que soit le régiment, achète-toi de la crème Noc. Avant tes classes, mets de la crème Noc. Et si tu pars en infanterie, mais mets cette crème-là. Et surtout, fais gaffe à tes tenues. Quand tu marches, la tenue, c'est hyper important. Ça, moi, je fais de la randonnée depuis que j'ai 5 ans. De la randonnée, j'en ai fait énormément. Et ma grosse force quand j'étais dans l'armée, c'est que j'ai eu très très peu de soucis sur des marches
Pourquoi? Parce que j'avais toujours les bons équipements pour être bien, tout ça. Je faisais attention à comment j'étais. J'aérais mes pieds à chaque fois le soir. Aérer ses pieds, c'est hyper important. Ça va t'éviter d'avoir les pieds qui moisissent, d'avoir des champignons, d'avoir tes pieds pourris. Pareil, sur réguler sa chaleur, j'essaie d'avoir des vêtements plutôt techniques. Sur mes caleçons, j'avais des caleçons techniques, pas des caleçons en coton. Sur mes t-shirts, j'avais des caleçons, des t-shirts techniques. Ça te permet d'être bien, ça te permet d'être fluide. Et ça, dans l'armée, c'est hyper important. Alors attention, petit point. Il y a des vêtements qui sont interdits en opération. Par exemple, donc ça, on va te le dire avant de partir sur des missions. Et c'est important de respecter la réglementation. On interdit notamment le nylon. Le nylon, c'est interdit en opération. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça brûle. C'est des matières qui ne sont pas forcément ignifugées. Et si jamais tu prends un IED, c'est un explosif, c'est en anglais Improvised Explosive Device. Ah ouais, il me semble que c'est ça, Improvised Explosive Device. Donc en français, c'est EEI, engin explosif improvisé. Donc c'est en gros une bombe. Cet IED, sur la route, tu passes en VAB, en VBCI, en griffon, boum, ça pète. Et en fait, ça peut faire une détonation à l'intérieur qui va faire brûler tous les vêtements, etc. Et c'est arrivé beaucoup de fois. Enfin, quand je dis beaucoup de fois, c'est qu'il y a eu pas mal d'histoires de ce type-là. Il y a des mecs qui ont été grand brûlés sur tout le corps à cause de leurs vêtements nylon, alors qu'ils auraient pu quasiment rien avoir. Donc ça, les gars, sur l'équipement, faites attention à l'équipement, respectez ce qu'on vous dit. Parce que oui, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mettre tout ce que vous voulez, mais s'il y a des règles, c'est pas pour rien, c'est pour vous protéger. Donc, petit pense-bête pour vous. Maintenant, l'infanterie, que dire de plus? Sur l'infanterie, ouais, on a différents régiments en infanterie. Pourquoi est-ce qu'on a autant de régiments différents? Déjà, la première chose, c'est que c'est historique. C'est vraiment historique. En fait, la création des régiments, elle est ancienne. Si tu te demandes pourquoi il y a un 3e RPIMA, un 8e RPIMA et pas un 5e, un 6e, un 7e, c'est tout bête. Ils n'existent plus. Pourquoi est-ce qu'on a un 7e bataillon de chasseurs alpins, un 13e, un 27e? C'est pareil. Les autres, ils existaient, ils n'existent plus. On n'a pas créé juste 3, 7, 27. Non. Pourquoi 3? 7, 13, 27. On n'a pas créé des régiments comme ça au pif. Et c'est pareil pour les régiments d'infanterie de marine et pour tous les régiments. Ou pour le 16e BCP. C'est pareil à chaque fois. En fait, ces régiments-là, ils ont été créés historiquement avec tous les numéros. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils ont été dissous au fur et à mesure parce qu'il n'y avait plus de nécessité. Aujourd'hui, du coup, tu vas choisir ton régiment et ces régiments-là, ils ont une histoire. Donc ça, c'est le premier point. Les régiments, quels que soient les régiments, ils ont une histoire. Et les régiments en infanterie, ils ont des histoires qui sont assez conséquentes. Parce qu'en fait, sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait énormément. Si tu veux, moi, je viens d'un régiment du matériel. Le matériel, c'est une arme qui est assez récente. C'est une arme, ça a 50 ans, 60 ans. Cette arme-là, elle n'a pas la même histoire. Après, avant la création du matériel, le matériel existait déjà sous d'autres formes. Mais dans l'infanterie, en fait, c'est là où il y a eu le plus de combats, le plus de corps à corps, le plus de choses violentes qui ont fait des événements marquants. Donc l'infanterie, déjà, le premier point, c'est que c'est une arme qui a une grosse histoire. Et cette histoire-là va se retrouver dans tous les régiments, à travers des traditions. Si tu vas aller chez les chasseurs alpins ou en régiment parachutiste d'infanterie de marine, tu n'auras pas les mêmes traditions, tu n'auras pas la même histoire. Donc ça, c'est ultra important, c'est s'imprégner de la culture d'un régiment. Si tu vises un régiment, il faut absolument s'imprégner de la culture. Et ça, on va vouloir te la transmettre. Et si tu résistes, si tu es en mode non, je m'en fous, pourquoi ça? En fait, le problème, c'est que tu deviens le mouton noir. Tu deviens celui qui s'exile, qui s'écarte, ça passe pas. Dans l'armée, le but, c'est d'être bien avec tout le monde, que de faire partie du groupe. Quand tu arrives, tu acceptes de faire partie du groupe. Moi, en fait, dans l'armée, il y a un moment où je me suis détaché de ça. Je voulais quitter l'armée. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment détaché de toutes les traditions et tout. Mais ce n'est pas une bonne chose si tu veux rester dans l'armée. Fais pas comme moi sur ça. C'est vraiment, fais pas. Voilà, donc imprègne-toi des traditions, imprègne-toi à 200% de la culture de ton régiment, des traditions de ton régiment. Et si tu vas aller en infanterie, ouais, il y a beaucoup, beaucoup à comprendre, à apprendre. Et ça, c'est hyper important. Donc, pour le choix de ton régiment, ça se fait en fonction de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'on a des spécialités différentes. Sur les spécialités différentes, on a des spés qui sont assez variés. Si tu prends les paras, en fait, ils ont un procédé qui est très intéressant, mais qui est de moins en moins dans les combats aujourd'hui et les combats futurs. À voir, hein, je dis aujourd'hui. Ce procédé-là, c'est quoi? C'est le parachutage. Le parachutage, tu as un avion, boum, qui largue tout le monde. Ok, super. Ça a été hyper important pendant pendant la Seconde Guerre mondiale, pas la première. La première, c'est un petit peu tôt. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été très important, très utile. Et après, sur des combats, sur pas mal de combats par la suite, moi, je n'ai pas d'exemple de fou en tête.
mais ça a été très utile. Aujourd'hui, c'est un procédé qui est très utilisé par les forces spéciales, même si actuellement il n'y a plus beaucoup de conflits, donc moins d'intérêt. Le truc, c'est que dans les conflits du futur, type Ukraine-Russie, c'est plus compliqué d'utiliser ce procédé-là. Oh là! Dans les combats du futur, c'est un petit peu plus compliqué d'utiliser ce procédé-là, parce qu'il y a beaucoup plus de défense antiaérienne, c'est plus risqué, donc c'est plus compliqué d'aller parachuter des mecs. Maintenant, peut-être que c'est un procédé qui va garder de l'intérêt, on verra. On verra, je ne peux pas te dire, te dire ça. Voilà, mais mon avis, c'est que c'est un procédé qui risque de perdre de l'intérêt. Mais ça reste très intéressant sur les lignes arrière pour rapidement larguer du matériel. Ça, c'est hyper important, hyper intéressant. Ça, bien sûr, livrer des véhicules, livrer du matériel, super important, super intéressant. Par contre, pour de l'infanterie parachutiste, je pense que c'est un procédé qui va de plus en plus perdre de l'intérêt. Et on le voit sur les conflits récents, c'est un procédé qui a été beaucoup moins utilisé. Ensuite, ça peut être utilisé dans une guerre dissymétrique. Évidemment, une guerre dissymétrique contre une petite guérilla qui n'a pas de moyens. Moi, je te parlais de conflits de haute intensité. Conflit de haute intensité, du coup, c'est Ukraine-Russie. C'est des armées qui sont un petit peu équivalentes. Ensuite, sur l'infanterie, ouais, du coup, tu as les paras, tu as les chasseurs alpins. Les chasseurs alpins, eux, leur spé, c'est la montagne. Leur spécialité, du coup, c'est d'aller grimper dans les montagnes, de pouvoir s'infiltrer, de pouvoir faire des passages, des franchissements dans les montagnes. Et ensuite, on a tout ce qui va être infanterie de marine. Eux, leur spécialité, c'est le débarquement. Donc, c'est de débarquer sur des plages. Ça, c'est aussi une spécialité qui est technique. Tu ne débarques pas sur une plage comme ça. Sur une plage, en fait, quand tu vas arriver, bah, en fait, le bateau, il ne va pas pouvoir se poser un petit peu comme il veut. C'est pas comme quand tu vas à la plage l'été. Tu vois, puis tu peux t'enfoncer dans le sable. Il faut penser les choses. Et si tu vas arriver avec des véhicules, le véhicule, il va s'enfoncer dans le sable. Ton véhicule, il va arriver, boum, il va s'enfoncer. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Ça veut dire que dans un débarquement, ça se fait comment? C'est un porte-hélicoptère qui va arriver. Le porte-hélicoptère, il va approcher de la plage. Il va larguer des petits bateaux qui vont transporter des véhicules, des blindés. Et en premier, tu vas avoir, en gros, en premier, tu as une équipe qui va venir déposer des tapis, des grands tapis sur la plage pour que les véhicules ils puissent avancer. Donc, il y a toute une organisation et l'infanterie de marine, ils vont pouvoir pas mal participer à ça. Et eux, c'est les fantassins qui sont utilisés dans ce type d'opération, plus que les chasseurs alpins, si tu veux. Les chasseurs alpins, ils ne sont pas formés pour ça. Donc, voilà un petit peu ce que fait l'infanterie de marine. Ensuite, on a l'infanterie classique, 16e BCP, ça reste des chasseurs, mais 16e BCP, régiment d'infanterie, RI. Et on a quelques autres régiments comme ça. En France, on a pas mal de régiments d'infanterie. On en a 28. J'ai pas pensé à checker ça. 20, non, 28. On en a 20. Voilà, 20. 28, c'était un petit peu avant. Non, du coup, on a 20 régiments d'infanterie aujourd'hui en France. Et on a un régiment, c'est le 44e RI, ça c'est le régiment de la Direction Générale des Services Extérieurs. Ça, c'est pas un régiment d'infanterie à proprement parler, c'est un régiment plutôt administratif qui sert en fait juste d'organisation pour la DGSE. Et du coup, dans ces 20 régiments d'infanterie-là, bah, tu as pas mal de spécialités différentes. Toutes ces spécialités ont leur utilité. Maintenant, c'est des procédés à chaque fois qui peuvent servir en combat ou pas. Et parmi ces différents procédés-là, on a surtout une formation, surtout en fait un dépassement de soi qui va être vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que les paras ils sont fiers d'être paras? Parce qu'ils font des sauts. Ils sautent toute l'année, ils font 6 sauts par an normalement. Bah, ces sauts-là, ils sont fiers de les faire, ils sont contents de les faire. Les alpins, pareil, ils vont aller en montagne, ils sont contents d'aller en montagne, ils sont fiers d'eux, ils se dépassent. La montagne, c'est un milieu qui est dangereux, qui est hostile, sur lequel il faut faire des trucs assez chauds quand même. Donc, sur la partie spécialité procédé, tu vois, on a des procédés, des spécialités différentes et tout a son explication. Maintenant, toi, aujourd'hui, pour choisir le bon régiment d'infanterie, tu dois te poser ces questions-là. Donc, tu dois te poser la question de la spécialité, la question de là où tu veux aller, des traditions, tout ça, et la question après de la garnison. La question de la garnison, déjà, elle va être réduite par rapport aux autres questions. La garnison, ça joue beaucoup. En fait, ça, c'est un point qui est souvent négligé, mais la garnison, c'est hyper important. La garnison, c'est quoi? C'est là où est ton régiment. Si tu choisis un régiment qui est au milieu de nulle part, par exemple, tu prends le premier régiment de chasseurs parachutistes qui est à Pamiers, le premier RCP, bah, autour, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Et le truc, c'est qu'être un petit peu isolé, si toi, ça ne te plaît pas, si toi, tu aimes sortir, tu aimes la ville, à un moment donné, ça va te gêner. Pareil, si tu prends le 16e BCP, tu es à Beach, tu es au milieu de rien, bah, à un moment donné, ça peut te poser problème. Donc, il faut te poser ces questions-là pour ne pas faire le mauvais choix de régiment. C'est hyper important. Donc, réfléchis à ça. Demande-toi dans quel régiment tu veux aller, où est-ce que tu veux aller. Donc, voilà pour ces petites questions.
Ensuite, on n'a pas parlé de la Légion étrangère jusqu'à présent. La Légion étrangère, il n'y a pas beaucoup de différence en fait. La Légion étrangère, il faut comprendre qu'il y a un état-major qui est à part, l'état-major de la Légion étrangère, le COMLE, commandement Légion étrangère. Et au sein de ce commandement, en fait, il y a une organisation de la structure de la Légion étrangère, mais c'est comme un, si tu veux, c'est comme un commandement de zone de défense. C'est pas un vrai état-major comme l'état-major de l'armée de terre. C'est pas ça. C'est une sous-structure. C'est vraiment une sous-structure. Mais la Légion étrangère, elle fait partie de l'organisation des divisions de l'armée de terre. Donc dans l'armée de terre, on a des divisions, et au sein de ces différentes divisions et des brigades qui y a en dessous, on va avoir une organisation de tous les régiments. Et au sein du coup de, par exemple, le 2e REI, il est dans une division, dans une brigade, et il va être employé de la même manière que les autres régiments de cette division et de cette brigade. Et c'est organisé de cette manière-là. Maintenant, la Légion étrangère, ils font les mêmes missions, le même métier, juste ils ont un béret vert, une formation un petit peu différente et des parcours de recrutement un petit peu différents. Mais au niveau du métier, ils font la même chose, ils ont la même employabilité, les mêmes missions et ils vont avoir le même fonctionnement que le reste des armées. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc ouais, dans l'armée de terre, la Légion étrangère, c'est un petit peu à part, mais ça reste la même chose. Et ensuite, on a aussi, évidemment, 2 régiments qui sont en Guyane, qui sont un petit peu particuliers parce qu'ils vont beaucoup plus partir en jungle. Et là, c'est vrai que la jungle, tu vois, c'est un milieu dans lequel, sur les prochaines années, s'il y a encore beaucoup de combats en jungle, là, c'est vrai que c'est compliqué d'utiliser beaucoup d'équipements électroniques. Donc, ça va être plus compliqué de moderniser ce combat-là parce que si tu veux, en jungle, tu ne peux pas utiliser des drones de la même manière. Tes drones, il fait super humide, il fait super chaud. Donc, déjà, l'autonomie de ta batterie, elle diminue. Les drones, c'est compliqué de les envoyer facilement au-dessus de la canopée. Tu as plein de feuilles au-dessus de toi. Et en jungle, tu peux avoir 20-30 mètres sans voir le ciel. En fait, tu ne vois pas le ciel. 20-30 mètres d'arbres. Et ça peut être compliqué d'utiliser des drones. Ça peut être compliqué d'utiliser beaucoup d'équipements modernes. Donc, le combat en jungle, c'est peut-être là où ça va le moins évoluer au cours des prochaines années. Et donc, c'est peut-être là que l'infanterie restera la plus proche de ce qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, sur la journée d'un mec en infanterie, ça se passe comment la journée d'un fantassin? Donc la journée d'un fantassin, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que partout dans les armées, on a à peu près le même type de journée. Quand tu es au quartier, donc en France au régiment, quand tu es au quartier, ta journée, globalement, ça va être 7h30, 17h, à peu près. Chaque régiment a ses propres horaires de travail, mais ces horaires-là, ils sont ponctués par une seule chose, les rassemblements. En gros, tu arrives le matin, tu as un rassemblement, tu pars le soir, tu as un rassemblement. Ces rassemblements, le matin, ça va faire l'appel, voir que tout le monde est là, tout ça, et le soir, diffuser les ordres. Donc, ça permet de rassembler tout le monde, dire qu'en gros, on est à l'armée, qu'on est tous ensemble. Moi, ces rassemblements-là, je trouve que c'est cool qu'il y ait tout le monde. Après, 2 fois par jour, ça prend quand même du temps. Le seul truc, c'est que souvent, c'est pas mal de temps de perdu parce que ça prend un petit peu de temps de tout faire. Non, mais vraiment, pour le coup, ça fait une demi-heure par jour où en fait, les gens viennent, se rassemblent, attendent parce que c'est pas assez dynamique. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est efficace, rapide, qu'on a tout de suite des résultats. Mais du coup, ouais, sur les rassemblements, ta journée va être ponctuée par ça. Donc, tu arrives le matin à 7h30, tu repars le soir 17h30, boum, ou 17h. Sur le reste de ta journée, donc là, c'est un petit peu différent en fonction des différentes armes. Maintenant, le matin, ce qu'on retrouve souvent dans la plupart des unités, c'est le sport. Tu commences par le sport. Créneau de sport, 8-10 heures. Et 10 heures, tu es prêt, tu es douché, tout ça. Ça veut dire que juste après ton rassemblement, donc rassemblement, tenue sport. Juste après ton rassemblement, tu pars, tu vas faire ton sport. Tu vas courir. Et ensuite, tu vas te doucher. Et après, tu te changes en treillis et tu reviens pour la suite. La suite, là, ça dépend un petit peu. Mais globalement, sur le créneau suivant, tu vas avoir souvent des formations, des cours. Tu peux avoir des choses à gérer. Ça peut être de l'administratif, ça peut être plein de choses. Mais souvent, globalement, le matin, on va t'occuper à faire ce qui peut être important. Ensuite, l'après-midi, ce sera pareil. Et après, tu peux aussi avoir des créneaux libres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'infanterie, soit tu es en mission, soit tu es en entraînement, soit il n'y a pas des choses de fou à faire. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Pourquoi? Parce que le métier de l'infanterie, c'est faire la guerre. Si tu ne fais pas la guerre, si tu ne t'entraînes pas à faire la guerre, globalement, soit il y a de l'administratif à faire, soit il y a de l'entretien équipement, soit il y a entretien casernement, donc nettoyer. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Après, si tu ne fais pas ça, tu vas faire du sport. Après, tu vas pouvoir te détendre un petit peu. Voilà, mais globalement, ça, c'est la journée type en infanterie. Donc, on entend souvent dire qu'en infanterie, tu fais du sport et tu joues à la play.
ouais, c'est possible que tu fasses du sport et que tu joues à la play pendant 2-3 semaines, que tu fasses que ça. C'est possible. Après, ça, normalement, ça arrive pas trop longtemps dans l'année. Maintenant, ça dépend de ta programmation. Ensuite, le reste du temps, comment ça se passe? Quand tu vas avoir un terrain, bah, tu vas partir, tu peux partir une semaine, tu vas t'entraîner. Ensuite, tu peux aussi partir pendant un mois sur un gros exercice, tu pars pendant un mois, tu n'es pas à la maison. Tu vas sur, par exemple, tu vas au Santac, tu pars au Santac, bah, pendant un mois, tu es là-bas, tu fais des entraînements, tu joues à la guerre. En gros, tu t'entraînes pour faire la guerre et tu simules un petit peu une guerre à travers un exercice qui va durer plusieurs jours, qui va s'étaler comme ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines même. Tu peux aussi avoir des journées de tir. Donc la journée de tir, tu pars le matin, tu reviens le soir, tu nettoies ton armement, tout ça. Tu peux aussi avoir 2-3 jours sur ta semaine. Par exemple, tu pars le mardi, tu reviens le vendredi. Et le vendredi midi, tu es en week-end. Boum. Ça peut aussi se faire. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Chaque programmation est différente. La programmation, elle dépend du chef de corps. Donc globalement, c'est le chef de corps qui peut un petit peu répartir la mission. Elle dépend d'au-dessus. Donc au-dessus, c'est le CFCO. Le CFCO, c'est à Lille, c'est le centre en fait, de commandement qui donne les missions, qui organise un petit peu les missions de l'armée de terre. Et au-dessus du CFCO, c'est directement en fait, l'organisation de l'état-major qui dit quelle mission on fixe. Et au-dessus, c'est le président de la République qui s'organise pour voir quels sont les, les conflits dans lesquels on prend part et quelles sont les missions qu'il faut donner pour les armées. Mais du coup, ton chef de corps va avoir des missions, il va les diffuser au sein du régiment. Ton CDU, ensuite le commandant de compagnie, il va détailler la mission, dire quelle section prend quelle mission, etc. Et ensuite, le chef de section va dire ok, bah, là on va faire ça, 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 lui il va faire ça, tout ça. Il peut y avoir des missions en individuel, des missions en groupe, en section. Dans l'infanterie, globalement, la plupart des missions sont en section. Beaucoup de missions sont en section. Il y a peu de missions en individuel. Contrairement, moi, je suis dans le matériel, bah, la plupart des missions dans le matériel sont en individuel ou en petit détachement. Ça veut dire qu'on va avoir, en fait, on va avoir un mec qui part là, un mec qui part là, un mec qui part là, etc. etc. Que dans l'infanterie, bah, tu peux avoir 3 mecs qui partent là, un mec qui part là, et après, le reste de la section, ils vont tous ensemble là-bas. Et c'est souvent ça. En infanterie, on fonctionne beaucoup en section. Beaucoup, beaucoup. Une section, c'est 30-40 personnes. Donc les 30-40 personnes passent beaucoup de temps ensemble. La composition d'une section, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais la composition d'une section, on va avoir du coup le chef de section, le SOA, le sous-officier adjoint. Donc le sous-officier adjoint, en gros, c'est le deuxième chef de la section, si tu veux. C'est un binôme chef de section SOA qui fonctionne ensemble, qui travaille ensemble pour que la section puisse bien fonctionner. Et on a vraiment un binôme, les deux ensemble. Ensuite, on a 3 chefs de groupe. Les chefs de groupe, c'est des sous-officiers qui vont gérer la section un petit peu au quotidien. Eux, ils vont donner des cours, ils vont être moniteurs de tir et ils vont faire en sorte que tout se passe bien. Et ensuite, on a les militaires du rang. Les militaires du rang, on va avoir des premières classes, des soldats. Ensuite, on va avoir des caporaux et on va avoir des caporaux-chefs et caporaux-chefs de première classe. Et en fait, en fonction du grade, bah, le fonctionnement n'est pas le même, les rôles ne sont pas les mêmes. Un première classe et un soldat, ils vont faire les TIG, ils vont nettoyer. Un caporal-chef, il y a moins de chances qu'il fasse les TIG. Normalement, il fera presque plus les TIG. Et un caporal-chef de première classe, bon, il ne va pas faire les TIG, ce sera assez rare. Enfin, à partir de sa chambre, quoi. Et du coup, on a un petit peu cette. Dans la section, on a un petit peu différents rôles. Et ce qu'il faut bien comprendre, mais j'aurais dû parler de ça un petit peu avant. Je crois que je l'avais prévu d'en parler un petit peu avant, mais bref, c'est la vie. C'est la vie, c'est les aléas des vidéos un peu moins organisées. Mais du coup, sur le fonctionnement au quotidien de la section d'infanterie, on a la section qui est dans une compagnie. Dans cette compagnie-là, donc on prend une compagnie classique. Dans un régiment d'infanterie, on va avoir 5-6 compagnies, avec une compagnie de réserve. Du coup, dans une compagnie de combat d'infanterie classique, on va avoir 3 sections de combat et une section d'appui, plus la compagnie, la section commandement. Sur les 3 sections de combat, du coup, l'organisation, c'est vraiment celle-là. On a le chef de section, les 3 chefs de groupe, les militaires du rang. Et comment est-ce que ça se passe au quotidien? Ben, concrètement, tu as un gros bâtiment. Un gros bâtiment, c'est la compagnie. Ça va être souvent, c'est des espèces de grosses maisons en long. Et dans cette grosse maison en long, en fait, c'est un mini-immeuble. Hein, c'est un mini-immeuble. Ben, dans cette grosse section en long, tu vas avoir une centaine de personnes pour les 3 sections, enfin les 4 sections. Et du coup, là-dedans, tu as des chambres, tu as plein de chambres, et tous les mecs, ils ont leur chambre. Le matin, ils font le ménage, le matin, ils se rassemblent,
Et ensuite, c'est parti pour la journée. Ça se passe comme ça. C'est vraiment comme ça. Tu as une grosse maison et tu vis dedans. Et après, tu te lèves le matin, tu fais les TIG et après, tu vas faire ta journée, quoi. Dans cette grosse maison, il y a différents rôles qui sont assignés. Par exemple, on va avoir un adjudant d'unité. Ça, c'est l'ADU. L'ADU, lui, c'est celui qui s'occupe de l'entretien de la grosse maison. Donc, comment dire ça? En fait, l'ADU, il fait en sorte que tout se passe bien. Il fait en sorte que les mecs fassent les TIG, il fait en sorte que chacun pose ses permissions au bon moment, que tout se passe bien, que les gens vont bien manger à l'ordinaire, etc., etc. Le midi, tu manges à l'ordinaire. L'ordinaire, c'est, on dit messe, ordinaire, cantine. Cantine, ça se dit moins. Mais on dit qu'on va manger à l'ordinaire. Et l'ordinaire, c'est la cantine. C'est comme à l'école, vraiment. Moi, je compare souvent l'armée à l'école parce que c'est un petit peu les, les mêmes types de milieux. Mais en fait, tout est organisé d'une certaine manière et c'est assez simple à comprendre. Vraiment, c'est assez simple à comprendre. Il n'y a pas de dinguerie. Tu as une maison, tout le monde vit dedans. Et après, il y a plein de petits rôles en fait. Il y a vraiment beaucoup de petits rôles. Après, on va avoir le responsable, le fourrier, le SOCMU. On a différents petits rôles comme ça. Et après, on a aussi des petits rôles au niveau de la section. Au niveau de la section, par exemple, on va avoir un OXAN. C'est un auxiliaire sanitaire qui s'occupe des blessures. On va aussi avoir le radio. Donc le radio, c'est celui qui s'occupe des transmissions radio. Et après, on va avoir plein de qualifications. En infanterie, globalement, quand tu arrives, tu es fantassin, tu es combattant d'infanterie. Le métier, si tu vas sur s'engager.gouv.fr, le métier, c'est combattant d'infanterie. Combattant d'infanterie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es combattant dans l'infanterie. Donc ton métier, c'est quoi? C'est de combattre dans l'infanterie. C'est très clair, très simple. Concrètement, comment ça se passe? Ton métier au quotidien, ça va être de te former à être combattant en infanterie et en opération, ça va être de faire les missions qu'on va te donner de combattant d'infanterie. Ces missions-là, on en parle juste après. Et au quotidien, du coup, comment ça se passe? Je viens de te l'expliquer. Ensuite, sur tes qualifications, ça c'est hyper important, tu vas avoir un métier qui va être celui-là, mais on va te donner des spécialités en plus qui peuvent te permettre d'accéder à différents sous-métiers, si tu veux. Par exemple, tu peux être combattant d'infanterie pilote. Donc, tu es le pilote, je sais pas, tu es pilote de Griffon, donc de VBMR, le véhicule blindé multirôle. Ça, c'est le vrai nom du Griffon. Tu pourras checker sur Internet les véhicules. Là, vu que je monte tout seul, il n'y aura pas les petites photos stylées, tout ça, tout ça. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a envie de monter ce genre de vidéo, parce que mon monteur, il taffe beaucoup sur mon autre chaîne, et du coup, après, il me faudra un deuxième monteur. Mais si jamais quelqu'un a envie de, je sais pas, peut-être, hein, n'hésitez pas en tout cas à commenter et partager la vidéo, abonnez-vous. Donc sur les aptitudes, ouais, tu vas passer des qualifications. Déjà, si tu as ton permis, peut-être que tu passeras plus rapidement pilote de Griffon. Si tu n'as pas ton permis, il faudra t'envoyer passer ton permis. Ensuite, tu peux être le pilote de Griffon, le pilote d'autre chose, etc., etc. Tu peux aller passer ton PL, donc le permis poids lourd. Tu peux aller passer plein de qualifications. Après, tu vas aussi avoir les armements. Donc les armements, ça c'est aussi intéressant de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais les armements, on a différents armements en infanterie. En infanterie, globalement, tout le monde a un HK416, tout le monde. Donc ces HK416, ils sont en fait à l'armurerie. Ils ne sont pas avec toi tous les jours. Ils sont à l'armurerie. Quand tu veux aller faire du tir, c'est la section qui part faire du tir. Ce n'est pas toi tout seul qui va faire du tir. C'est ton chef de section qui organise une séance de tir. Quand tu vas faire du tir, tout le monde va percevoir l'armurerie, son arme. Tout le monde se rassemble, part sur le stand de tir. Ensuite, tu tires, tu rentres, tu vas nettoyer ton arme et tu vas réintégrer ton arme à l'armurerie. Nettoyer son arme, ça prend 2-3 heures au début et après, ça se fait en une demi-heure. Voilà, après, c'est rapide. Faut se dire ça, faut y penser parce qu'au début, pendant les classes, tu vas voir que le nettoyage d'armement, c'est un petit peu long. Tu te dis, wow, ça finit jamais. Bon, ensuite, ça, c'est pour la partie armement. Tu as le fusil HK416, mais tu as aussi d'autres armes. On va avoir le tireur Minimi. Donc le tireur Minimi, il a le gros fusil mitrailleur. La Minimi, c'est l'arme classique qu'on a en infanterie. Dans les autres armes, on va avoir, enfin les autres armes, je parle infanterie, cavalerie et autres, on a la Mag 58 comme fusil mitrailleur. En infanterie, on a plutôt la Minimi du coup. Et on peut aussi avoir la Mag 58, on a les deux. Mais la Mag 58 sera plus utilisée sur véhicule parce qu'à pied, en fait, le commandant d'infanterie, il a un fusil mitrailleur un petit peu plus petit qui est plus transportable parce que moins lourd, moins encombrant. Ensuite, on va aussi avoir les armes du tireur de précision, donc HK417, SCAR, L, deux armes qui peuvent être utilisées.
et on a les tireurs d'élite. Attention, les tireurs d'élite, c'est pas du tout comme tireur de précision. Tireur de précision, c'est au niveau de la section. C'est accessible. C'est accessible, c'est-à-dire qu'il faut être bon tireur, avoir un petit peu de chance, être bien faire les choses. Tu peux être tireur de précision. Être tireur d'élite, c'est autre chose. Être tireur d'élite, c'est très chaud. Il y a des tests à passer, tu changes de compagnie, tu vas en compagnie d'appui, en section tireur d'élite, et là, il y en a très peu dans le régiment. Tu en as une dizaine, quinzaine dans le régiment. C'est compliqué d'être tireur d'élite. Et il y a beaucoup de gars qui se font un peu des films sur l'accessibilité de ce métier. Non, c'est chaud. C'est très, très compliqué de devenir tireur d'élite. Il faut vraiment avoir un très gros niveau. Très gros niveau physique, très gros niveau en tir, bien se préparer, être à fond à 200%. Si tu fais tout ça, ouais, tu peux le jouer, tu peux le tenter. Ensuite, sur les autres métiers, après, on va avoir plein de petites qualifications à gauche, à droite. Mais voilà, globalement, en infanterie, bah, tu es combattant d'infanterie. Après, en opération, c'est quoi ton métier? Bah, ça va dépendre de l'opération. Tu pars en Roumanie, tu vas faire du combat d'infanterie classique. Juste, tu vas t'entraîner. Tu pars en Estonie, Lituanie, c'est pareil. Un gros point à prendre en compte, en infanterie, ton métier principal, c'est de surveiller. Oui, c'est de surveiller. Ça veut dire quoi surveiller? Ça veut dire que tu te postes, tu as ton arme et tu attends, tu regardes. Alors ça, je préfère te le dire tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a un petit peu surpris. Je ne pensais pas que la guerre se faisait comme ça, mais en fait, la guerre, ça se fait beaucoup en attendant, attendre et surveiller. Sur ça, tu peux regarder des reportages un petit peu de la guerre en Ukraine-Russie, même si c'est un petit peu différent. Mais après, tu peux aussi regarder des entraînements, des vidéos d'entraînement et tout. Et tu vas voir que pas mal de fois, les mecs disent qu'ils sont en train de surveiller. Surveiller, ça veut dire que pendant 3-4 heures, tu restes sur place, tu regardes face à toi, que rien ne se passe, et si quelque chose se passe, tu réagis. Bah, surveiller, au début, ça va, et après, tu vas trouver ça chiant. Il faut en être conscient. Maintenant, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, il faut l'accepter, mais il faut juste en être conscient dès le départ. Au moins, ça te permet de te projeter dans le monde dans lequel tu vas arriver et de ne pas être déçu. Moi, c'est ce que je veux. Je veux que tu ne sois pas déçu en fait, quand tu arrives, que tu saches vraiment que ça corresponde à ce qu'on t'a vendu. Si le CIRFA t'a dit tu vas devenir je sais pas, un Jason Bourne, tu vas t'éclater et tout, bon, au moins tu sauras que tu vas attendre pas mal de temps et que tu vas surveiller face à rien. Ensuite, si tu pars en Guyane, par exemple, ben, en Guyane, tu vas beaucoup moins surveiller. En Guyane, tu vas marcher, tu vas manger, tu vas marcher, tu vas fouiller une zone, tu vas détruire des trucs, tu vas remarcher, etc. etc. Chaque type de mission peut être un petit peu différent. Si tu es sur Sentinelle, bah, tu vas marcher tout le temps, tu vas regarder un petit peu, tu vas marcher, tu vas regarder, voilà. Si tu es sur la mission en Guyane, sur la base de lancement, bah, tu vas surveiller, tu vas patrouiller autour de la zone. Et voilà, chaque mission est un petit peu différente. Après, tu peux aussi avoir des séjours, tu peux aussi avoir… Bref, il y a pas mal de missions qui existent. Et il faut te dire que les missions sont un petit peu différentes à chaque fois. Mais globalement, un facteur qui est commun dans pratiquement toutes les missions, c'est la surveillance. Un militaire, un fantassin, un combattant d'infanterie, son métier principal, c'est de surveiller. Surveiller, regarder ce qui se passe. L'utilisation de l'arme en opération, ça se fait assez peu. Ça se fait assez peu et il y a peu de militaires qui connaissent le feu aujourd'hui dans les conflits actuels. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de conflits. Il y a la Guyane, même si ce n'est pas un conflit violent. Voilà. Mais il y a peu de conflits. Donc, sois conscient de ça et t'attends pas à être un super-héros, etc. Non, être militaire, c'est pas ça. Pas aujourd'hui. Peut-être plus tard. Peut-être que là, dans un mois, on part faire la guerre. Enfin, les militaires partent faire la guerre en Russie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, il faut juste avoir cette conscience-là sur la situation géopolitique qui détermine en fait l'employabilité des militaires. Donc voilà pour la partie un petit peu mission en opération sur ce qu'est l'infanterie aujourd'hui. Et maintenant, la question, c'est comment devenir fantassin. Comment devenir fantassin? Il n'y a rien de plus simple. C'est un petit peu toujours la même chose pour toutes les unités. C'est passer par un CIRFA. Donc le CIRFA, c'est le centre de recrutement. Passer tes tests, rentrer en infanterie. Maintenant, évidemment, la grosse question, c'est comment réussir les tests. Comment réussir les tests? Moi, je t'aide à te préparer, ça tu le sais, tu as le lien en description. Tu n'as pas besoin d'avoir un programme pour te préparer. Non, ça, souvent on me dit, ouais, mais Benjamin, on peut se débrouiller sans toi, on peut se préparer sans avoir de programme. Oui, c'est possible. Maintenant, c'est quoi l'avantage d'avoir un programme? Globalement, c'est de gagner 3 ans dans ta vie. Pourquoi gagner 3 ans? Parce qu'en fait, en 3 mois, je vais te transmettre beaucoup plus que 3 ans de connaissances. 3 ans de techniques, de méthodes, de connaissances, en fait, qui viennent de 20 ans de mon expérience. 20 ans de mon expérience de recherche, d'études, d'écriture d'articles scientifiques, de taf là-dedans, de coaching,
de sport à haut niveau. Moi, j'ai fait du sport à haut niveau dans 3 sports différents, en water polo, en boxe anglaise, en boxe et MMA. Et j'ai fait beaucoup de courses à pied, etc. Et je te transmets tout ça. Et je t'aide à t'entraîner super rapidement, super facilement. Donc, regarde dans la description, tu as le lien du programme. Tu peux aller voir et tu verras que globalement, quasi tous les mecs qui ont suivi le programme, ils ont explosé leur niveau beaucoup plus rapidement qu'ils auraient pu le faire tout seuls. Et donc, si tu t'entraînes tout seul, tu vas progresser comme ça en gros. Si tu t'entraînes avec moi, boum, tu vas péter. C'est le but. En fait, le but, c'est juste d'aller chercher le meilleur niveau possible et un niveau que dans l'armée, tu n'arriveras pas à retrouver tout seul. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Et c'est ça l'intérêt de se faire accompagner pour aller chercher le plus de résultats possible. Et ceux qui l'ont fait, ils ont pu intégrer les meilleurs régiments de l'infanterie. Donc, si tu en as envie, check en description. Maintenant, l'infanterie, comment y arriver, comment réussir? Globalement, c'est vraiment te préparer dès maintenant. L'infanterie, c'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui dans les armées. C'est vraiment l'arme qui attire le plus, qui recrute le plus, surtout chez les parachutistes. Donc, si tu ne te prépares pas, ça va être plus compliqué. Pense à te préparer dès maintenant, ça se joue le plus tôt possible et laisse pas le temps filer, quoi. Après, si tu as 14 ans que tu regardes cette vidéo, bon, tu as encore un petit peu de temps devant toi. Mais si mais fais du sport dès aujourd'hui. Mais si tu as 18 ans, 20 ans, que tu te dis, bah, ça va, je passerai mes tests dans 6 mois, je vais me préparer dans 3 mois. Non, grosse erreur. Grosse erreur. Mais bref, après, c'est ta vie, tu joues ça comme tu le souhaites. Maintenant, se préparer dès aujourd'hui, c'est le plus intéressant. Et il y a un régiment dont on n'a pas parlé. C'est le 132e régiment d'infanterie cynotechnique. Ça, c'est le régiment qui forme les maîtres chiens. Régiment très demandé et très concurrentiel. Ce régiment-là, sa spécialité, c'est de gérer des chiens en opération. Donc des chiens qui vont chercher, des traces d'explosifs, des traces de drogue, et qui vont être hyper bien formés. Et c'est hyper intéressant de les voir travailler, ces chiens. Ils sont impressionnants, vraiment impressionnants. Tu peux regarder des vidéos, il y a beaucoup de vidéos de ces chiens-là. Et en fait, le maître chien, il va partir en mission avec un chien et il va pouvoir faire en sorte que le chien puisse être utilisé au profit des hommes qui sont sur place. Donc, c'est un métier qui est passionnant. Et voir ces chiens agir, waouh, c'est frappant. Donc voilà sur la partie infanterie, globalement, on a un petit peu tout vu. Maintenant, je reçois souvent des questions un petit peu sur l'infanterie, notamment sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est comme dans les films ou quoi? Non, pour moi, ça n'a rien à voir avec les films, tu vois. L'infanterie, pour moi, ça n'a vraiment pas de rapport. Pourquoi? Parce que dans les films, ce que tu vois, ça correspond plus aux forces spéciales, on va dire aux premières PIMA. Globalement, c'est à chaque fois des trucs bourrins, violents. Ça, c'est plutôt plus proche du premier PIMA. Donc le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est un régiment qui est un petit peu à part puisqu'il fait partie des forces spéciales. Et ce que fait ce régiment-là, ça ne correspond pas vraiment au film. Non. En fait, dans les films, ce qu'on voit, c'est ça part dans tous les sens et tout. Déjà, il faut savoir que le premier PIMA, globalement, comme type d'action, ça va être une action très localisée. En gros, ils vont être souvent, ce qu'on a, c'est que toute la zone est protégée par l'armée classique. L'armée, on parle, après on parle d'armée régulière, mais c'est pas. Armée régulière, c'est un faux terme, parce qu'en fait, une armée irrégulière, c'est une armée illégale. Le service action, c'est un petit peu une armée irrégulière, et pas vraiment en fait. C'est plutôt une unité non conventionnelle. Voilà, faut pas trop jouer sur les mots parce que c'est dangereux. Mais du coup, on parle souvent de la régulière et des forces spéciales, mais ce n'est pas une bonne manière de les appeler. Mais du coup, là, on va dire l'armée classique, les autres unités et les forces spéciales, en fait, c'est les forces spéciales et les forces normales, spéciales normales. Mais du coup, dans les forces normales, ouais, tu vas avoir en fait une action qui va permettre de protéger l'intervention des forces spéciales. Du coup, en gros, on va avoir souvent ce qu'on a, c'est un corridor. On pourrait parler de protection vraiment de la zone d'action des forces spéciales. Les forces spéciales vont se concentrer sur un point. Donc, par exemple, il faut intervenir sur une seule maison. On sait que la maison, elle est là. Globalement, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger tout autour de la maison. Les forces spéciales vont arriver, vont agir sur cette maison. Et ils savent que le danger vient que de cette maison. Alors que dans les films, dans la plupart des films, les forces spéciales, ils se retrouvent à avoir des ennemis partout, de tous les côtés, tout ça, voilà. Ensuite, au niveau du fonctionnement de ce qu'on peut voir dans les films, on voit beaucoup d'actions tout seul. Beaucoup de mecs qui sont tout seuls à faire leur guerre. Tu prends Call of Duty. Call of Duty, c'est un mec qui fait sa guerre tout seul. Bon, dans la réalité, ça n'arrive pas. C'est pas censé arriver. Un mec qui fait sa guerre tout seul à partir dans tous les sens, c'est un super-héros. Voilà, c'est pas réaliste. Et si tu regardes, tu as pas mal d'anciens des forces spéciales qui réagissent à des films, à des
à des jeux vidéo, etc., etc. Et à chaque fois, bon, voilà, ils le disent, il n'y a pas grand-chose qui va. Souvent dans les films, en plus, on voit des erreurs, on voit des choses qui sont, enfin, des erreurs assez grossières. Moi, perso, je ne suis pas matrixé par les armes à feu et tout. Ça va, mais parfois, je vois des films où le mec, il n'a pas son chargeur dans l'arme, ou parfois, ça fait des, enfin, il y a des trucs qui vont pas. Et c'est perturbant en fait. Quand tu es militaire, ça te sort un petit peu du truc et tu te dis, ouais, enfin, quand tu es militaire ou tireur, juste tireur, tu te dis, ah ouais, bon, ça te fait bugger. Et, et ça se passe pas comme dans les films. Il faut vraiment être conscient de ça. Ensuite, sur ce que tu peux faire en infanterie, sur les missions, bah ouais, je t'ai présenté un petit peu les missions, il n'y a rien de plus à ajouter. Et après, sur point important, sur le fonctionnement des armes dans l'armée, les armes ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent au régiment et elles sont détenues par l'armurerie. Donc tu ne les auras pas chez toi. Ça, c'est hyper important de le savoir. Petit point de rappel. Donc voilà un petit peu sur ça. Choisir l'infanterie, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est une bonne chose? Il n'y a que toi qui le diras, que toi qui le sauras. Moi, j'ai fait que de présenter un petit peu comment ça fonctionnait, comment ça se passait, essayer de te partager un maximum d'éléments pour t'aider à faire ton choix. Maintenant, c'est à toi de voir si c'est ton métier de rêve, ton métier de cœur, et si tu as envie de te lancer là-dedans. Si tu as envie de te lancer là-dedans, alors vas-y. Et si jamais ça ne te plaît pas, tu verras ça. Voilà, tu verras, mais il faut te lancer. À un moment, il ne faut pas attendre, il faut te lancer. Et pareil pour le programme guerrier pour te préparer. À un moment, il faut te lancer. Il ne faut pas chercher des excuses, pas se dire ah j'ai pas le temps, j'ai pas l'organisation, tout ça, tout ça. Non, à un moment, il faut te lancer. Voilà, moi j'ai des jeunes qui bossent après les cours et tout le soir pour pouvoir rejoindre le programme guerrier, qui font énormément de choses pour rejoindre le programme guerrier. Donc c'est juste une question de choix, une question de volonté pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Dans tous les cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as d'autres idées de vidéos ou quoi, dis-le en commentaire. Si tu veux plus de vidéos comme ça, dis-le. Si jamais tu n'as pas aimé la vidéo aussi, dis-le moi. Et je te retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Force!